Hey, let's go. Okay, let's go. Bienvenue à tous, chers téléspectateurs, à votre émission Parole citoyen. Nous recevons aujourd'hui un grand monsieur, un monsieur qui n'est plus vraiment à présenter pour ceux peut-être qui le suivent sur les réseaux sociaux, qui le connaissent aussi dans le monde universitaire. On va le permettre de se présenter à vous. Bonsoir, monsieur Traoré. Bonsoir, Oui, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? je suis Sayouba Traoré, journaliste et écrivain. Et aussi, j'interviens sur les réseaux sociaux sur l'actualité nationale. Avant, c'était dans la presse nationale et la presse internationale. Et surtout, c'était pas les réseaux sociaux. Je sais pas comment on va appeler des choses comme les pages web des journaux. Bon, j'intervenais par exemple sur le faso.net. Et après, quand les réseaux sociaux sont venus, moi je suis resté sur Facebook parce que le format me convenait et puis techniquement c'était plus facile pour un homme de ma génération. Ok, merci Monsieur Traoré. En tout cas, au nom de tous les téléspectateurs, on vous souhaite la bienvenue sur notre nouvelle chaîne Burkina Débat. Et comme vous le savez tous, avec la restriction, hein, surtout la violation de la liberté d'expression, on essaie quand même de pouvoir, de permettre à des aînés comme vous de continuer toujours à la sensibilisation, de continuer à éveiller les consciences en apportant les bonnes informations, les bonnes analyses. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Je m'avais déjà introduit avec cette question du terrorisme parce que vous, étant de la presse, vous savez, vous avez suivi le développement de cela au Burkina Faso. En toute simplicité, comment on peut définir le terrorisme que nous connaissons au Burkina Faso aujourd'hui? Et les militaires, les stratèges militaires disent que le terrorisme, c'est la réponse du faible au fort. C'est-à-dire que je n'ai pas une armée suffisamment puissante pour attaquer un État, mais je peux terroriser les populations par des actions violentes, par des actions incontrôlées. Et c'est ça le terrorisme. Utiliser l'arme de la peur. C'est ça le terrorisme. Et évidemment, on ne s'attaque pas frontalement à une armée parce qu'on sait qu'on va y laisser des plumes. Mais on s'attaque aux gens que cette armée protège. Et pour leur faire peur, ça c'est d'un. Pour leur dire, voyez, les gens sur qui vous comptez ne peuvent pas vous protéger en réalité contre nous. Et puis, c'est la pire façon de défendre une cause parce que celui qui fait une action terroriste défend forcément une cause. Mais c'est la pire des façons de défendre une cause parce que dès que les gens ont du secours, du soutien, ils vont vous dire qu'ils vous détestent et ils détestent ce que vous défendez. Néanmoins, c'est aujourd'hui un mode d'action qui a touché nombre de pays du monde entier. Et ce n'est pas seulement le Burkina Faso ou les pays du Sahel. Hein. C'est le monde entier aujourd'hui qui doit lutter contre cette forme d'action politique. Oui, le monde politique, on a vu des jeunes qui se sont succédés. Il y a eu le coup d'État de Damiba, le MPSR 1, aujourd'hui le MPSR 2. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de causes? Quelles sont véritablement les causes qui ont permis à ce terrorisme-là de s'installer ou de grandir au Burkina Faso? Bon, les causes, on ne peut pas dire tant qu'on ne connaît pas le but de guerre de ceux qui nous combattent. Parce que les buts de guerre, c'est quoi? Une armée, quand elle combat, il y a une déclaration de guerre et qui dit, voilà pourquoi on prend les armes. C'est-à-dire que soit on nous a agressés, soit on a envahi notre territoire,
soit on a violé nos droits, et soit la sécurité de nos populations n'est pas garantie, et on prend les armes. Ça, c'est le but de guerre. Mais un mouvement terroriste, par définition, et on ne connaît pas ce but de guerre. Il arrive que des mouvements terroristes fassent des publications. Il y en a qui veulent instaurer un califat, il y en a qui veulent instaurer un État islamique, il y en a qui poursuivent un but précis. Mais dans notre cas, on a d'abord dit des ANI, comme armées non identifiées. Après, on a dit groupe armé terroriste. Bon, on commence à donner des dénominations des différents groupes et coalitions qui nous attaquent. Mais pour répondre à votre question, en fait, on peut la résumer. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là recrutent aussi facilement au sein de la population? Et c'est là où je dis qu'il faut qu'on interroge les causes sociologiques qui font que ces gens-là recrutent aussi facilement. Parce qu'un problème social a forcément des causes. Les sociologues ne me démentiront pas. On peut protéger les populations par les armes, ça c'est l'action immédiate. Mais pour résoudre le problème, il faut aller au fond des questions et savoir pourquoi ces gens prennent les armes. Bon, eux, on sait pourquoi ils prennent les armes, c'est pour semer le chaos. Mais pourquoi des jeunes burkinabés rejoignent ces gens? Est-ce que c'est l'appât du gain? Est-ce que c'est le goût du sang? Est-ce que c'est pour faire du mal? Moi, je ne peux pas croire que ces trois raisons-là suffisent. Ayant parcouru le Sahel de en large, les 15 pays du Sahel, je vous signale, le Burkina, j'ai fait les 45 provinces. Maintenant, je pense qu'il y a plus de provinces, mais je les ai parcourues pendant plus d'une trentaine d'années. Et j'ai vu la chose commencer. Et ça a commencé par des petits prêches. Et on n'a pas fait attention. Et après, quand les journalistes disaient que là, il fallait faire attention, on n'a pas été écouté. Personnellement, moi, j'ai attiré l'attention. Je n'ai pas été écouté. Et il faut reconnaître qu'à l'époque, c'était difficile d'écrire sur ce phénomène-là sans créer une psychose. Pourquoi? Parce que il faut viser juste, sans disposer d'éléments et sans être sûr que les décideurs vont vous écouter. Ce n'est pas évident comme démarche, mais il fallait quand même attirer l'attention. Et les causes sociologiques, on les connaît, hein? C'est essentiellement la pauvreté, la misère. Et moi, j'ai dit toujours qu'on ne peut pas, c'est comme l'immigration, hein? Moi, j'ai dit toujours qu'on ne peut pas créer un désert économique et demander à des gens d'aller y vivre. Ce n'est pas possible. Ça ne justifie pas qu'on prenne les armes contre son pays, je le dis tout de suite, mais il y a des causes et tant qu'on ne va pas s'asseoir pour discuter de ces causes-là, que des chercheurs, des penseurs, des personnes ressources s'asseyent pour discuter, et on ne pourra pas aller à la racine des choses. Jusqu'alors, je vous parle, les États n'ont pas réellement combattu le terrorisme, ils l'ont déplacé. Je le déplace sur le voisin. Et je fais tout pour l'éteindre sur moi, pour le déplacer ailleurs. On ne l'a pas vraiment combattu. Est-ce que ces gens-là, bon, ils ont des revendications et qui méritent d'être écoutés? Je ne suis pas qualifié pour le dire. Parce que je dis tout de suite qu'un journaliste, c'est justement parce que le journaliste ne sait pas qu'il se déplace pour aller voir ceux qui savent. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que les sécheresses, les crises écologiques ont changé la donne dans nos villages. C'est-à-dire que la productivité des champs a diminué. Et ça fait une pression démographique pas possible parce qu'en même temps, la population a augmenté. Ça fait que le nombre de mangeurs augmente, la qualité et la quantité de nourriture diminue dans le plat. Il y a une compétition pour les ressources, c'est-à-dire l'eau, la terre, les ressources naturelles, le pâturage et tout ça. Pour les éleveurs, il y a une compétition entre agriculteurs pour l'espace
pour l'eau. Il y a une compétition entre éleveurs pour l'eau, pour beaucoup de choses. Et quand vous êtes jeune dans cette situation, vous n'avez pas accès à la terre, ça c'est bien parce que vous êtes jeune. Vous n'avez pas été scolarisé, donc vous n'avez pas une formation qualifiante pour un travail. Et vous avez appris l'agriculture qui ne fonctionne plus. L'artisanat ne nourrit plus son homme. Et même si vous allez voler, tout le monde est pauvre, vous allez voler qui? Et vous allez faire l'orpaillage. Puis, on vous dit, voilà, on a créé des sociétés minières et vous n'avez pas le droit de faire l'orpaillage. Ou alors cet orpaillage est artisanal et ne donne pas toujours des résultats escomptés. Et un matin, des gens arrivent avec de l'argent, ça c'est d'un. Ils vous donnent des armes, c'est-à-dire un élément de puissance, un atout de puissance. Ils vous donnent des armes. Et ce matériel est accompagné d'un discours qui explique pourquoi vous êtes dans cette situation, qui exploite votre misère en fait. En fait, on exploite votre misère et votre ignorance. Même dans la religion, vous n'êtes pas aussi savant que vous le croyez. Donc, vous êtes une proie facile pour un illusionniste qui arrive. Et surtout, quand on vous dit ce qui t'arrive, ce n'est pas ta faute, c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui a mangé tes lycées, ce sont les gens de la ville. Parce que moi, j'ai remarqué au début, quand ils arrivaient, ils attaquaient les représentants de l'État dans les campagnes. Je me suis longtemps posé la question, mais qu'est-ce qu'un groupe armé a à aller attaquer une école? Qu'est-ce qu'il y a de plus innocent qu'une école? Après, je me suis rendu compte qu'en fait, cette école représentait l'État. Et c'était les représentants de l'État qui étaient attaqués. Pourquoi? Ces gens savent bien qu'un pays ne peut pas être sans État. Est-ce que leur but, c'est de prendre la place de l'État pour pouvoir gouverner, suivant ce qu'ils veulent? Je ne peux pas le dire à l'heure actuelle, mais toujours est-il que nous avons ce que j'appelle des fragilités. Notre société a des fragilités qui ont favorisé tout ça. Oui, fragiliser tout. À vous entendre, surtout sur la question de la pauvreté. C'est vrai, on a entendu Ibrahim Traoré effectivement évoquer cette question de pauvreté, tout en disant que nous sommes un pays riche, donc il n'y avait pas de raison que certaines choses puissent prospérer à cause de la pauvreté. Mais à déjà 2 ans de gestion, plus de 2 ans de gestion du pouvoir, quelle analyse faites-vous de la gouvernance du MPSR2? Est-ce qu'il s'attaque réellement aux causes, à certaines des causes que vous venez de citer pour véritablement résoudre le problème du terrorisme? Pour ce que je vois, je dirais non. Mais gouverner, il y a des choses que moi, je ne vois pas, que la population ne voit pas. Il y a des choses qu'un pouvoir ne peut pas dire sur la place publique. Je ne peux pas affirmer qu'ils le font ou qu'ils ne le font pas. Mais en tout cas, ce que je vois, ce n'est pas le cas. Pour ce que je sais, ce n'est pas le cas. Un État, normalement, oui, a une armée pour combattre et protéger sa population. C'est tout à fait normal. Quand on est c'est tout à fait normal. Mais maintenant, et tous ces PDI, ces millions de PDI, est-ce que quelqu'un est allé les interroger? Quelqu'un est allé discuter avec eux? Il y a des personnes ressources dans les villages. Est-ce qu'on est allé discuter avec eux pour comprendre qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai pas l'impression. Et tant il y a un travail, de toute façon, on ne pourra pas faire l'économie de ce travail. Il faut qu'on interroge notre société dans ce qu'elle a d'inégalitaire, dans ce qu'elle a d'injuste, dans ce qu'elle a d'inacceptable. Nous sommes obligés de le faire. Je dois dire que ce n'est pas ce gouvernement seulement. Hein. Ça fait des années que je parcours la savane et je parcours le Sahel.
il y a des zones entières où l'État n'a pas mis un centime depuis 1960. Je ne vois pas, il y a des villages, je ne vois pas qu'est-ce qui fait qu'un habitant de ce village se sentirait appartenir à un pays. Il a une certaine idée dans sa poche, c'est vrai. Bon, pour ceux qui ont la chance d'avoir des papiers. Parce qu'il faut savoir que même notre état civil ne marche pas bien. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas exactement le nombre de populations qu'on a. Les gens n'ont pas de documents d'état civil. Bon, on se connaît. On fait comme si, voilà, les gens n'ont pas de documents d'état civil. On ne peut pas investir seulement en ville en sachant que la majeure partie de notre population se trouve au village. Nous sommes un pays rural. Nous sommes un pays essentiellement agricole et qui fait de la production animale. Essentiellement, nous n'avons pas d'industrie. Notre pays n'est pas industrialisé. On ne peut pas parler de classe ouvrière au Burkina Faso. On a des fonctionnaires, des agents de l'État, oui, parce que l'État a des services régaliens comme la santé, la police, la justice, l'enseignement. Oui, on a ces agents-là qui vont dans les villages, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui qu'un petit de Falangoutou qui a 6-7 ans se sente burkinabé? Quand les étalons jouent, évidemment, il a le maillot des étalons, il veut que les étalons gagnent. Mais ça s'arrête là. Alors que la citoyenneté, ce n'est pas ça. Il faut aller au-delà. Ce n'est pas ce gouvernement seulement. Hein. Maintenant, ce gouvernement a aggravé les choses en voulant accaparer le pouvoir. Parce que s'éterniser au pouvoir, ce n'est pas ce gouvernement seulement. Ce que j'ai remarqué dans les pays africains que j'ai vus, quelles que soient les promesses que font les candidats ou les prétendants au pouvoir, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils cherchent à s'accrocher et à durer, s'éterniser au pouvoir. C'est une tendance naturelle, on dirait, des politiciens ou des hommes de pouvoir africains, s'accrocher comme une sangsue au pouvoir. Évidemment, ça ne peut pas marcher parce qu'il faut que ces gens sachent que le monde a changé. Nous, notre génération, on écoutait quand les parents nous disaient reste tranquille, on restait tranquille. Ne fais pas ceci, on le fait. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas ça. Mieux, quand nous voulions une information, il fallait galérer pour la trouver. Aujourd'hui, ces jeunes-là ont les réseaux sociaux, ils ont le monde dans leur poche. Je dis toujours que lors d'un coup d'État, quand je vois des militaires autour de la RTB, ça me fait rigoler. Ça fait des décennies que l'information n'est plus à la radio ni à la télé. Mieux, croire qu'on peut contrôler l'information aujourd'hui est une illusion. On a emprisonné des journalistes, on a fait du Burkina Faso une non-information zone. Et si vous êtes, si vous cherchez des informations au Burkina aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller de page Facebook en page Facebook, de groupe WhatsApp en groupe WhatsApp, sans être sûr que ce que vous lisez là est avéré. Et vous êtes obligé de picorer là et là et essayer de voir si c'est vraisemblable. Ce n'est pas cela l'information. On a étouffé l'information au Burkina Faso. Ça, c'est une très mauvaise chose. Parce que un citoyen qui n'a pas l'information ne peut pas exercer sa citoyenneté. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je dirais oui, parce que effectivement, vous avez fait une analyse avec des réserves, c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont encore au pouvoir et ils entreprennent certaines actions que nous suivons tous. Notamment quand on va aborder aujourd'hui la question de l'employabilité. On voit effectivement des entreprises, des usines qui essaient d'être lancées ça et là. Mais est-ce que on peut réellement résoudre ce problème-là sans véritablement penser, mettre l'accent sur la sécurité? Parce que quoi qu'on dise, c'est la question sécuritaire qui a favorisé leur arrivée au pouvoir.
Mais sans sécurité, vous ne pouvez rien faire. Quel que soit ce que vous voulez faire, cultiver votre champ, créer une usine et embaucher des gens, quel que soit ce que vous voulez faire, si vous risquez votre vie, et ça m'étonnerait que vos employés acceptent de vous suivre dans votre entreprise en zone rouge où ils risquent leur vie. Sans sécurité, vous ne pouvez rien faire. Il se trouve que la sécurité relève de l'État. C'est une tâche régalienne, comme on dit habituellement. C'est quelque chose qu'on ne discute pas. Ça relève de l'État. Et il faut que l'État le fasse. Malheureusement, moi, je me suis fait détester quand j'ai dit que des pays ont fait des guerres sans faire des coups d'État. Des pays ont fait des guerres, ont vaincu sans faire des coups d'État. Oui, maintenant, on a fait un coup d'État pour pouvoir mieux faire la guerre. Ça veut dire que ces militaires n'ont plus d'excuses. Parce qu'avant, ils disaient que c'était les politiciens. Et ça me fait rire d'ailleurs quand on me dit que c'est les politiciens parce que, disons-nous la vérité, à part Maurice Yameogo, le président Kafando et le président Kaboré, quel civil a gouverné la Haute-Volta puis de Burkina Faso en dehors des militaires? Si quelque chose a failli, ce sont les militaires qui ont failli. Faites le calcul vous-même. De 1966 à 2014, on a eu des pouvoirs militaires. Et après, on a eu une parenthèse de 10 ans, puis c'est reparti encore pour les pouvoirs militaires. À quel moment on peut dire que ce sont les politiciens qui ont tout foutu en l'air? Ce n'est pas possible. Eh bien, ces militaires sont aujourd'hui aux commandes, ils ont tous les leviers en main. Ben, ils n'ont plus d'excuses à proprement parler. Maintenant, si on va parler de l'employabilité, soyons sérieux. Nous avons un budget de quoi? Nous avons un budget de 3 000 milliards de francs CFA. L'État doit s'occuper de 23 millions de Burkinabés avec 3 000 milliards de francs CFA. À quel moment ils créent des entreprises? Même s'ils en ont la volonté, ils n'en ont pas les moyens. Nous sommes dans la position où l'État doit créer les conditions favorables aux investisseurs pour qu'ils créent des emplois pour les jeunes. Mais si l'État croit qu'avec 3 000 milliards de francs CFA de budget annuel, il peut financer la santé, l'éducation, la guerre, beaucoup de choses, et créer des emplois, c'est une illusion. Non seulement c'est une illusion, mais en plus, on trompe les gens. Ce n'est pas mathématiquement, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas poser un salaire de 100 000 francs et vouloir enlever des dépenses de 500 000 francs dedans. Vous aurez des torticolis. C'est pas mathématiquement, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, effectivement, ça permet à tout le monde de comprendre, surtout à la jeunesse. Comme vous l'avez dit, ils essaient de jouer quand même sur les esprits faibles, ceux-là qui se font embobiner très rapidement par des promesses. Parce qu'on a vu un capitaine arriver qui a promis 3 à 6 mois pour finir avec la crise. Aujourd'hui, on sera bientôt, en septembre, on sera à 3 ans. Et 3 ans, ce qu'on remarque de plus, ce sont des lots d'enlèvement, des musulmans, des assassinats et des militaires qui tombent par semaine des populations. Surtout, la dernière question, rapidement pour y aller. Quel est l'impact aujourd'hui de ce terrorisme-là sur la démographie au Burkina Faso? C'est impossible à dire dans la mesure où quand il y a un déplacement de population, on ne sait pas qui est en vie, qui est mort, on ne sait pas qu'est-ce que jusqu'à quel point ça joue sur la natalité, on ne sait pas. On n'a pas les chiffres de mortalité parce que c'est difficile de poursuivre des gens qui fuient eux-mêmes, y compris dans les pays voisins, pour aller faire des chiffres de recensement. On n'a pas les chiffres. Il faut se dire la vérité, on n'a pas les chiffres exacts aujourd'hui. Même les PDI, on le dit à la louche. Et évidemment, un gouvernement ne veut pas qu'on dise que c'est humain. Hein?
Un gouvernement ne veut pas qu'on dise que les pays ont augmenté sous son règne. Il veut qu'on dise qu'il a réinstallé des villages et tout ça. Un gouvernement veut toujours un bilan reluisant. Malheureusement, et pour ceux qui se projettent dans l'avenir, il faut des chiffres fiables. Et si on n'a pas des chiffres fiables, je ne sais pas comment on pourrait faire. De toute façon, ce n'est pas en divisant la société burkinabé entre patriotes et apatrides qu'on arrivera à quelque chose. On peut se maintenir au pouvoir, ça c'est vrai. Mais cela va handicaper la lutte contre l'insécurité. Pourquoi? Je ne suis pas chef militaire, mais je pense que ceux qui sont au pouvoir sont des chefs militaires. Ils savent très bien que une armée ne va pas, les soldats d'une troupe ne vont pas se mettre à se tirer dessus pendant que l'ennemi attaque. Si vous tirez dessus alors que l'ennemi attaque, ben, l'ennemi n'a qu'à attendre que vous vous terminiez entre vous. Et c'est évidemment, c'est très exactement ce que nous sommes en train de faire. On nous tue et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se divise, on attrape des gens qu'on enferme de façon totalement arbitraire, on crée des rancœurs, parce que si vous me traitez d'apatride, si vous enfermez mon parent, s'il y a ceci, s'il y a cela, s'il y a toutes ces injustices-là, je suis faible. Pour le moment, je suis faible. Mais je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Et ça va. Et ça compte. Ça compte aujourd'hui et ça comptera demain. On ne peut pas prendre le risque de la déchirure parce que déjà, même avant l'insécurité, nous avions une économie faible. Si vous regardez, ici, il y a des diasporas qui envoient de l'argent dans les pays du Sahel. Ce n'est pas sans raison. C'est parce qu'on ne peut pas se réaliser dans son pays, qu'on va en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, pour chercher un boulot, pour établir un commerce, pour essayer de faire une affaire, pour essayer de faire une plantation. C'est parce qu'on n'arrive pas à se réaliser dans son propre pays qu'on est obligé de s'expatrier. Et si on va en immigration, c'est la preuve que notre économie était déjà faible. L'insécurité est venue aggraver la situation, surtout que nous sommes un pays agricole et que vaut un pays agricole qui n'a pas accès à ses champs, qui ne peut pas produire sa nourriture. On est obligé aujourd'hui de ravitailler des villes par voie militaire. Essayez d'imaginer, on ravitaille une ville par convoi militaire. Et c'est dans ça là qu'on trouve le moyen de créer des clivages politiques entre ceux qui aiment le président, ceux qui détestent le président. En ce moment, qui pense à ce pauvre pays? Si chacun doit se battre pour son camp, qui pense à ce pays à ce moment-là? Qui pense aux pauvres populations? Tout à fait juste. On a droit de se poser aujourd'hui, effectivement, qui au secours de ces populations. Quand on voit récemment plein d'ONG et pas des moindres qui ont vu leur autorisation, leur récépissé retiré, interdiction d'activité, selon le gouvernement, c'est parce que ces ONG se permettent de stocker des données certainement humanitaires sur le nombre d'attaques, surtout que le gouvernement ne communique pas dessus depuis leur arrivée au pouvoir, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on ne doit pas craindre véritablement une crise humanitaire très sévère, surtout déjà difficile, mais qui risque encore d'être encore pénible pour les populations paysannes? Ça sera notre dernière question pour vous. Mais la crise humanitaire, elle est déjà là. Ça fait des années que la crise humanitaire est là. On n'a pas eu besoin de regarder ces 4 ONG. Il suffit de faire un tour dans les campagnes pour savoir que la crise humanitaire est là. Allez dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou, ce que nous on appelle les non-lotis, et regardez comment les gens vivent. Les gens ne vivent pas au Burkina. Les gens survivent. Les gens luttent. Moi, je dis que c'est véritablement des héros. Les Burkinabés, ce sont des héros. Il faut le dire. Même quand ils ne le disent pas, ce sont des gens qui font preuve d'un grand courage, de quelque chose que
Je ne sais même pas comment ils font pour tenir. Il faut avoir vraiment foi au ciel, foi en Dieu pour tenir. La crise humanitaire, elle est déjà là et elle risque de s'aggraver par nos exactions. C'est le droit du gouvernement de dire, voilà, telle ONG n'a pas ses papiers en règle, oui, mais moi je pose la question, comment nos autorités ont fait pour laisser des ONG travailler pendant toutes ces années-là sans être en règle? Ça ne les a pas dérangés en ce moment-là. Et subitement, aujourd'hui, ça les dérange. Quelqu'un n'a pas fait son travail si ces organisations-là ont pu travailler pendant toutes ces années sans être en règle vis-à-vis de la législation, vis-à-vis de la loi burkinabé. On les a laissés travailler quand même pendant des années. Diaconia, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est plus de 10 ou 20 ans. Ça veut dire que pendant toutes ces années, personne ne s'est soucié de savoir si ces ONG sont en règle ou pas. Et subitement, parce que ça ne plaît pas ou parce qu'on veut cacher quelque chose, on découvre que ces gens ne sont pas en règle. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on soit un peu sérieux, parce que l'État, c'est sérieux. Diriger l'État, c'est sérieux, parce qu'il s'agit de la vie des gens. Oui, effectivement, l'État, c'est sérieux et c'est sur ce dernier mot qu'on va dire merci à notre doyen, journaliste international aujourd'hui à la retraite, qui nous a permis aujourd'hui de lui poser des questions essentielles sur la situation au Burkina Faso. Pour le prochain numéro qu'on fera avec le doyen, parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à apprendre avec lui, ça va concerner essentiellement la question humanitaire, M. Traoré, si vous nous permettez, bien sûr. On va vous permettre aussi de dire un dernier mot à l'ensemble de nos téléspectateurs qui attendent bien sûr de vous avoir très prochainement encore. Moi, je remercie je salue vos téléspectateurs et je déplore qu'on soit obligé de passer par des moyens pareils comme votre télévision pour s'exprimer dans ma patrie, qu'on soit obligé de créer ce genre de médias pour communiquer entre Burkinabés, pour s'adresser aux Burkinabés, c'est une faillite de nous tous. On a failli quelque part. Que cette télé existe devrait être une honte pour nous. Elle ne devrait pas exister. Des gens se sont battus dans ce pays pour la liberté. Des gens se sont battus dans ce pays, ont été tués. Norbert Zongo a été incendié avec ses copains dans ce pays pour la liberté d'expression. Des gens ont été tués dans ce pays, ont persécutés, emprisonnés pour la liberté. Qu'on en soit aujourd'hui réduit à ça, c'est une honte collective. Et moi, je ne crois pas que je serais fier de diriger un pays où les fils de ce pays sont obligés de se cacher pour dire ce qu'ils pensent. Merci, doyen Traoré. Effectivement, on est contraint aujourd'hui de, comme vous l'avez si bien dit, de se cacher avec les moyens de bord pour continuer de permettre à des Burkinabés, bien sûr, de toujours s'exprimer parce qu'un peuple qui n'a pas le droit de s'exprimer, c'est comme ça nous réduit à l'état animal. Parce que ce qui crée un peu, ce qui crée même la différence entre l'être humain et ces animaux aujourd'hui, je pense que c'est bel et bien cette liberté d'expression. Allez, c'est sur ce qu'on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous nos téléspectateurs. On va se dire à très bientôt avec M. Traoré pour le prochain numéro de Paroles citoyens. Et je signale que la prochaine fois, on va véritablement aborder cette question humanitaire avec le doyen qui va mieux nous édifier. Allez, à très bientôt. Okay, let's go. Okay, let's go.